Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche matin sur le plateau de Sagesse Bouddhiste pour évoquer un sujet essentiel et incontournable, l'écologie. Nous nous dirigeons pour cela vers le plateau du Larzac, non loin de Montpellier, au centre de l'Érabling, où se tenait l'été dernier le forum Bouddhisme et Environnement intitulé Sagesse pour la Terre. Des conférences, tables rondes et ateliers se sont succédés pendant 3 jours en compagnie des plus grands spécialistes de l'environnement, scientifiques, philosophes et nouveaux acteurs de l'écologie. Avec plusieurs questions au cœur de ces échanges passionnants, comment persévérer dans nos engagements tout en nourrissant en profondeur la paix, la joie et la confiance? Comment le bouddhisme doit-il s'engager? Qui sont ces porteurs de projets qui se mobilisent pour l'environnement et quels sont leurs espoirs? De quelle manière pouvons-nous œuvrer tous ensemble? Je vous laisse découvrir sans plus attendre ces pistes de réflexion. C'est ici, dans ce lieu d'une beauté saisissante, à 1 heure de Montpellier, que se trouve le temple tibétain de l'Érabling. Lieu de découverte, d'études et de pratique, c'est aussi un grand site de 140 hectares, riche en patrimoine naturel, dont la moitié est couverte par la forêt, aux abords du parc régional du Haut-Languedoc. L'Érabling est un centre qui a été fondé en 1991 et qui s'est développé tout au long des années, après une première retraite en 1992, qui a été très épique parce que c'était un lieu qu'il fallait quand même apprivoiser. Et puis petit à petit, le développement a permis aussi d'envisager la construction du temple, et qui est, je crois, un des plus grands temples en Europe de style tibétain. Jetsun Kandro Rinpoché a pris la tête de la congrégation, parce qu'il y a une congrégation monastique à l'Érabling. Mingyo Rinpoché, qui est un de nos conseillers, Orgen Topgyal Rinpoché également, et Dzongtsar Khyentse Rinpoché, mais peut-être d'un petit peu plus distance, mais qui, en fait, nous soutient beaucoup aussi. Ce centre, il doit avoir une double face. Il doit avoir une face pour les retraitants, c'est-à-dire un lieu qui est quand même préservé, qui a une forme un petit peu d'isolement pour pouvoir vraiment profiter d'un environnement tout à fait favorable à la méditation, mais également s'ouvrir vers l'extérieur. Un événement comme le forum sur l'environnement qui se déroule ce week-end-ci, c'est précisément une ouverture sur le monde également. Un forum Sagesse pour la Terre, consacré au bouddhisme et à l'environnement, intitulé « Voir, cultiver et agir en interdépendance », qui se tient pendant 3 jours. Et il débute en distanciel avec plusieurs invités importants, dont l'ancien Premier ministre du Bhoutan, Jigme Trinley, et surtout Sa Sainteté le 17e Karmapa. L'environnement est aujourd'hui un sujet de préoccupation mondiale. La question environnementale est l'un des problèmes les plus difficiles du XXIe siècle, auquel l'humanité est confrontée. Des scientifiques, philosophes et activistes pour l'environnement se succèdent aux différentes tables rondes. Ces dernières sont suivies d'ateliers pratiques avec un seul objectif, sensibiliser les participants aux enjeux de l'interdépendance. Notre action est petite, infime, et parfois c'est quelque chose qui peut nous décourager ou peut-être même nous servir d'excuse pour ne pas agir. Et en fait, l'interdépendance, elle nous montre littéralement le contraire. Toutes nos actions ont une conséquence, et même les plus petites. Donc, quelle que soit l'action que je fais, ça va faire le futur. Et donc, il y a cette multiplicité d'événements dans lesquels on peut participer. Et donc, déjà intellectuellement, se rendre compte de ça, ça peut aider à avoir le courage d'agir. Et savoir qu'on est tous connectés,
c'est là que peut commencer la compassion, c'est-à-dire que c'est pas, il y a les méchants qui polluent, et moi qui m'exclus, qui suis parfaitement innocente, mais ils font partie du même monde que moi. Eux aussi, ils ont envie que l'environnement soit propre. Et donc, c'est là que démarre, qu'il y a cette graine de compassion ou de bienveillance qui est inclusive. Et cette dernière peut nous permettre d'agir malgré les obstacles, comme nos émotions négatives. Si on est très en colère ou si on est très désespéré, ça peut complètement inhiber notre action. Si j'ai de la colère, je l'accepte, ça fait partie de ça. Si je ne l'accepte pas et ne veux pas l'avoir, mon action va être déformée par le fait qu'elle existe et que je n'en tiens pas compte. Si je suis consciente de cette colère, je peux quand même agir. Et tout ça, ça fait partie de ce monde interdépendant. Mes émotions, le monde, la pollution plastique. Tout est lié en fait. Hop là! Ce formateur en permaculture et cofondateur de l'association Graines Indociles promeut quant à lui les alternatives pour une autonomie durable. Moi j'ai fait des paillages à la laine de mouton, c'est génial quoi. On pose la laine, ça empêche les herbes de pousser. Ça étouffe, mais du coup ça étouffera les herbes là. Ces herbes là vont se dégrader, ça va nourrir les bactéries, les vers de terre, tout ça. Et moi quand je vais planter ma tomate, j'écarte, je mets ma tomate, je referme. Je pense qu'il y a une sagesse de la terre dans le sens où on s'intéresse, moi dans la permaculture, je m'intéresse beaucoup à la vie du sol. Donc à chaque fois que je vais regarder la terre, je vais essayer de prendre conscience, d'avoir une pleine conscience de ce qui est la vie du sol. Vers de terre, cloportes, bactéries, champignons, etc. Dans la pratique bouddhiste et ma pratique à moi, il y a beaucoup de liens communs. Ben notamment, j'ai l'impression que les deux véhiculent le message de bienveillance. C'est-à-dire que moi, dans ma pratique du jardinage, j'essaye de prendre soin de toute la vie, de tous les végétaux, de toute la faune, la flore qui m'entoure. Et dans le bouddhisme, il me semble aussi qu'il y a cette espèce de bienveillance, cette envie de prendre soin du vivant dans sa globalité. Tu épluches comme ça la pomme de terre, un peu grossièrement, tu mets ça au compost, et tu as une pomme de terre qui pousse. Hein. Oui, mais ça fait pas des pommes de terre. Si, ça fait des quantités de pommes de terre. Hein. Ah, ben moi, ça faisait que des feuilles. En tout cas, je pense qu'il faut prendre soin de l'ensemble. Si nous-mêmes on va mal, on va avoir tendance peut-être à ne pas être forcément très bienveillant et agréable avec le monde qui nous entoure. Et si le monde qui nous entoure est difficile et désagréable, peut-être que nous-mêmes on aura du mal à se sentir bien. Donc je pense qu'il y a les deux volets, le soi et ce qui nous entoure, à essayer d'équilibrer, en tout cas essayer de prendre soin des deux volets. Une quête d'harmonie et d'équilibre que nous enseigne également le milieu forestier. Voilà, donc là, on a un peu représenté des... La forêt peut nous inspirer parce qu'on a des relations intenses et permanentes entre des êtres vivants qui ont, on pourrait dire, presque des intérêts différents. C'est un milieu d'observation, de liens, de recherche permanente d'équilibre, et c'est ce qu'on appelle en écologie, chacun trouve sa niche. Et avec le temps, on sait qu'une forêt, plus elle évolue, plus elle vieillit même, et plus chacun trouve sa niche, et plus le nombre de niches est élevé. C'est ça qui est important, c'est que plus les interactions se mûrissent avec le temps, plus la forêt mûrit, et plus le nombre de niches, c'est-à-dire le nombre de personnes, le nombre de personnalités différentes, chaque espèce peut être considérée comme une personnalité, trouve sa place, et trouve sa place en harmonie avec les autres. Là, voilà la beauté. Ah si, on l'a. Ah là là, oui. Prends du miel ? Ben oui, évidemment. Elle est toute violacée, elle est pas belle, magnifique, elle brille, regarde. Moi, je pense qu'on peut toucher ce sentiment d'unité en soi-même et avec les autres, et que je dirais même que c'est indissociable. C'est-à-dire que je ne pense pas, et c'est justement une croyance qu'on a essayé de diffuser, je ne pense pas qu'on puisse être heureux et être uni en soi contre les autres. Je crois que ça n'existe pas, ça, c'est pas possible. Et je ne pense pas non plus qu'on puisse se sentir en unité avec les autres sans s'aimer soi-même, sans être en unité avec soi-même. Donc pour moi, c'est simplement des miroirs de deux réalités différentes, mais qui sont symétriques. Et pour y arriver, chacun donne des clés, comme Sophia Streelrever avec la méditation. C'est une approche de l'environnement qui est spirituelle, mais spirituelle ici, ça ne veut pas dire couper de l'action. Et c'est au contraire de mettre dans l'action, d'aimer nos proches, d'aimer l'environnement et de respecter tout le vivant et de le protéger, d'en prendre soin. Une urgence aujourd'hui. Certains auteurs engagés en faveur de l'écologie et de la préservation du vivant, comme l'écrivaine Nelly Pons, n'hésitent pas à nous alerter sur la transformation de notre rapport au monde.
Il ne s'agit pas de se connecter, mais vraiment de se sentir appartenir à un règne qui est le règne animal au sein du vivant. Et là, l'approche, elle va être complètement différente. Tout va changer dans notre façon d'approcher l'altérité, d'approcher l'autre, que ce soit un être animal, un être végétal ou même un élément, pourquoi pas. Je fais un lien entre les catastrophes écologiques qui sont à l'œuvre, évidemment le changement climatique, l'effondrement de la biodiversité, les grandes pollutions. Donc cet épuisement du vivant que notre société, notre civilisation a généré de par sa surproduction, surconsommation, et aussi son rapport au vivant qui était biaisé. Et je fais le parallèle entre ça et la recrudescence de la souffrance individuelle, et notamment des burn-out, des bore-out, de la souffrance au travail, des dépressions qui s'installent, de cette espèce de perte de sens généralisée. Puisque nous avons perdu ce sentiment d'appartenance au vivant, nous avons du mal à sentir et à comprendre que finalement ce que nous faisons vivre aux écosystèmes, nous le faisons vivre à nous-mêmes. Il s'agit de l'épuisement du vivant dans son ensemble. Mais selon le maître tibétain Ringu Tulku Rinpoche, la sagesse bouddhiste et la sagesse environnementale peuvent se soutenir, se renforcer et se compléter afin de travailler ensemble pour la santé de notre Terre. Je pense que la première chose à comprendre, c'est cette interdépendance. Vous savez, l'environnement n'est pas une chose que l'on explore à l'extérieur, mais c'est quelque chose qui existe vraiment. Nous devons coexister de manière saine et équilibrée. Nous devons donc prendre en considération l'environnement, puis comprendre le problème, et ensuite voir ce que nous pouvons faire. Vous savez, la première chose à faire est de prendre conscience, parce que si nous ne comprenons pas le problème, nous ne pouvons pas le traiter. Une fois que nous comprenons le problème et qu'il y a une sorte de prise de conscience plus large, alors nous devrions essayer de travailler dessus. Nous devons développer la vigilance. Nous devons donner de notre temps. Nous devons donner tout ce que nous pouvons. Nous devons donc être ouverts et généreux. Mais nous devons aussi maintenir une certaine forme de discipline et d'éthique, vous savez. Si chacun, à notre niveau, nous faisons ce que nous pouvons pour protéger l'environnement et que nous mettons en place petit à petit des actions, je crois qu'il y a de l'espoir. De la même manière qu'un océan est constitué de gouttes d'eau, si nous travaillons tous ensemble, je crois qu'il est possible de résoudre ce problème environnemental. À ce moment-là, il y a de l'espoir. Mais si nous continuons à ignorer ce problème mondial, celui-ci deviendra rapidement un problème que nous ne pourrons plus résoudre. Il sera alors trop tard pour les regrets. La protection de l'environnement n'est pas une chose dont il faut simplement parler, mais pour laquelle nous devons agir. Nous nous quittons sur ces très belles images qui nous encouragent à prendre soin de notre environnement et à exercer cette sagesse pour la Terre. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la retrouver pendant un mois sur la plateforme France TV. Nous vous souhaitons une très, très belle journée. À la semaine prochaine.